Motmani. Je suis directeur des opérations de USP Certification au Maroc, ayant plus de 7 ans d'expérience dans le domaine de certification et des audits de qualité. Et je serais ravi de pouvoir vous clarifier le sujet d'aujourd'hui et vous expliquer ce qui est demandé à mettre en place dans un audit de soit Textile Exchange ou celui de GOTS, ou brièvement GOT. Une petite définition de notre bureau USP Certification. Depuis plus de 25 ans, notre bureau mène des audits de conformité en accord avec des standards nationaux et internationaux. Notre corps de mission est de faire ressentir à nos clients qu'ils ont en nous un partenaire apportant une réelle valeur ajoutée à leurs opérations, tout en renforçant constamment notre approche centrée sur le service d'un esprit d'amélioration continue. Chez USB Certification, notre but est d'augmenter et de pérenniser la compétitivité de nos clients en s'appuyant sur nos accréditations, nos relations avec les autorités nationales et internationales, ainsi que sur notre réseau d'experts et de professionnels aguerris. Alors que nous poursuivons notre vision de croissance durable et que nous déployons notre stratégie à l'échelle mondiale, renforcée par une efficacité opérationnelle et des infrastructures robustes, nous avons à cœur d'aider au développement des entités que nous certifions. Ceci est rendu possible grâce à notre méthodologie d'audit objective et indépendante et à l'ensemble de nos services à forte valeur ajoutée. Voici un petit rappel sur la définition de ce qu'on veut dire par un produit certifié ou revendiqué tout au long de ce webinaire. C'est un produit qui répond aux exigences des standards pertinents et qui porte une déclaration spécifique et justifiée, telle que, par exemple, organique, recyclé ou responsable. Les, les certifications les plus fameuses qui demandent ce type d'exigence concernant le bilan de masse, on peut citer Textile Exchange avec ses fameuses certifications OCS, RCS, RWS, RAS et GRS. C'est une organisation internationale sans but lucratif, œuvrant pour une industrie de textile plus respectueuse de l'environnement. Et ses principes de base est de promouvoir la durabilité à travers les chaînes d'approvisionnement responsables, des matières premières durables et des partenariats avec des organisations similaires pour amplifier l'impact. Le fameux standard GRS, c'est le Global Recycled Standard. La plupart de vous connaissent déjà de quoi il s'agit, mais cela s'agit uniquement d'un petit bref rappel de quoi il s'agit ce standard. Il vise à encourager la production de produits à partir de matériaux recyclés, tout en garantissant une production responsable, tant sur le plan environnemental que social. Le contenu des produits GRS, ils doivent contenir au moins 20% de contenu recyclé pour obtenir une certification GRS. Et il faut souligner que pour l'étiquetage, il y a une autre condition sur la composition qui doit être au moins 50% pour pouvoir étiqueter comme étant certifié GRS. La traçabilité des matériaux. La traçabilité est une exigence dans toutes ces certifications que nous allons mentionner. Et il s'agit que tout au long de la chaîne de production, une traçabilité stricte du contenu recyclé est exigée pour garantir l'authenticité du contenu déclaré. Le GRS comprend des restrictions concernant les produits chimiques utilisés. Il est interdit d'utiliser des produits chimiques dangereux tels que les métaux lourds, les solvants chlorés, les produits chimiques perturbateurs endothériens et d'autres substances nocives. Bien sûr, dans le détail, il y a plusieurs exigences selon le standard concernant les produits GRS acceptés à utiliser dans la production GRS, mais cela concerne uniquement une brève description des produits acceptés pour GRS.
Il y a également le volet social, où toutes les étapes de production doivent respecter les normes éthiques de travail basées sur les conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail. La gestion de l'eau. Les usines doivent avoir des pratiques responsables en matière de gestion de l'eau. Cela inclut le traitement des eaux usées avant leur rejet dans l'environnement et également l'efficacité énergétique et réduction des émissions. Ce standard encourage la mise en place des pratiques visant à réduire la consommation d'énergie et des émissions des gaz à effet de serre. L'OCS est aussi un des programmes qui font partie de l'Organisation de Textile Exchange. C'est abréviation de Organic Content Standard. Est une norme qui est faite pour surveiller, approuver le contenu biologique et suit la matière première depuis sa source jusqu'au produit fini. Concernant la composition, les produits OCS peuvent contenir au moins 5% de composition organique et peuvent bien sûr contenir plus, mais c'est le minimum exigé par OCS. Concernant la traçabilité, comme déjà mentionné pour GRS, c'est une exigence primordiale pour pouvoir retracer les produits organiques depuis la réception jusqu'à leur expédition. La séparation et identification. Donc, il faut que tout au long de la chaîne de production, ces produits soient clairement identifiés et séparés de tout autre produit conventionnel. Le RCS est un standard qui est similaire au standard de l'OCS. La seule différence, c'est la définition ou le type de produit à certifier. Ici, on parle des produits avec une composition recyclée. RCS, c'est l'abréviation de Recycled Claim Standard, qui est une norme qui est formée aussi pour surveiller et approuver le contenu recyclé des produits finis. Et concernant la composition, telle que OCS, le minimum, c'est de 5%. Les produits doivent comprendre au minimum 5% de produits de contenu recyclé pour pouvoir être certifiés selon RCS. Et la traçabilité et la séparation sont les mêmes exigences que l'OCS. Donc, il faut avoir un système de traçabilité pour tous les types de produits et on doit s'assurer qu'il n'y a aucun risque de mélange avec les autres produits conventionnels. Et il y a le fameux standard GOTS, Global Organic Textile Standard. C'est le leader mondial en matière de certification de textiles fabriqués à partir de fibres biologiques, couvrant à la fois la production écologique et sociale. Ce qu'il faut souligner par rapport à ce standard, c'est qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est la version 7, et sera exigée, sera obligatoire à compter du 1er mars 2024. Et quant à notre bureau, nous avons déjà commencé à faire ces audits selon cette nouvelle version de GOTS à partir de ce mois d'octobre 2023. Mais comme j'ai dit, les sociétés peuvent continuer à demander les certificats GOTS en version 6 jusqu'en mars 2024. Mais après cette date, la version 6 ne sera plus disponible, ne sera plus valable. Et je vous invite à consulter notre dernier webinaire sur notre chaîne YouTube sur les changements de la version 7 pour se préparer, bien sûr, pour les sociétés qui sont intéressées. Les critères importants de la certification GOTS, c'est tout d'abord la composition. Elle exige une composition de moins 70% de fibres organiques. Et pour les produits chimiques, il y a seuls les colorants et les pigments et les produits chimiques respectant l'environnement et proprement dit avec des lettres d'approbation GOTS. Donc, pas d'autres produits sans approbation GOTS peut être utilisé dans une production GOTS. Dans le côté social, tous les fabricants, excusez-moi,
doivent respecter des critères sociaux basés sur les normes de l'Organisation internationale du travail, bien sûr, comme l'interdiction du travail des enfants, travail forcé, droit à la liberté d'association, des conditions de travail sécurisées et des salaires équitables. Et dans l'environnement également, il y a un volet pour la gestion des eaux usées, gestion des déchets, gestion et réduction de consommation de l'eau et de l'énergie. Alors, pour commencer notre sujet aujourd'hui, donc on doit tout d'abord définir ce que ça veut dire la réconciliation des volumes. Et selon le standard CCS 101 version 3.1, la réconciliation de volume concerne le procédé d'enregistrement des volumes de matière achetée, stockée sur le site et vendue pour un emplacement spécifique et suivi d'une vérification de ces volumes pour assurer leur précision et leur concordance. En pratique, la réconciliation des volumes consiste à comparer les informations du bilan massif stocké sur le portail USB Provan, pour notre cas pour le cas de notre bureau, avec les données de bilan de masse conservées dans le système de l'entreprise auditée. Et cette vérification est complétée par des contrôles ponctuels effectués par l'auditeur sur les données de 12 mois, les 12 derniers mois, pardon. Alors, cet exercice consiste à rassembler les données de tous les achats et ventes, toutes les entrées et sorties sur le site, et le bureau de certification sera responsable lors du jour d'audit de faire des vérifications avec des échantillons qu'il va contrôler pour vérifier la concordance et la précision du bilan de masse. Et on va par la suite décrire ou bien parler de plus de détails concernant comment on peut mettre en place cette exigence. L'objectif de cet exercice. L'objectif principal de la réconciliation des quantités vise à s'assurer que l'entreprise ne commercialise pas plus de produits certifiés qu'il ne pourrait produire selon ses matières premières disponibles. Donc, un bilan de masse, c'est le seul moyen pour s'assurer que seuls les produits achetés certifiés par la société certifiée qui seront commercialisés comme étant des produits certifiés. C'est-à-dire, il n'y aura pas de risque que la société puisse vendre des produits certifiés à partir des matières premières non certifiées. Donc ça, c'est pour simplifier cette définition. Ce qu'il faut retenir par rapport à cet objectif, parce que c'est très important, comme moyen exigé par tous ces standards, il faut toujours vérifier l'existence d'un système capable de tenir à jour les enregistrements précis et actualiser les entrées et sorties de matière, offrant ainsi une image fidèle des volumes existants à n'importe quel moment. Et il faut également établir des pertes ou bien les taux de perte liés à chaque processus, que ce soit par produit ou d'autres, et comparer le volume de production réel à la capacité de production du site. Les taux de perte doivent être dans les marges connues de chaque type de transformation, par exemple dans la confection, teinture, tissage, filature, et peut également dépendre d'autres facteurs tels que le type d'article produit. Par exemple, les pertes de confection des vestes peut être différent de celui des t-shirts ou des pantalons. Et logiquement, concernant la capacité, logiquement, aucune société ne peut produire au-delà de sa capacité nominale, sauf si la société se traite sa production. Donc, ça, c'est un exercice qui apparaît logique, mais qui doit être justifié par des enregistrements, par un système de documentation pour s'assurer que la production de l'entreprise ne dépasse pas sa capacité définie au début du cycle de certification. Et comment on peut procéder? Donc, l'organisation ici, selon le langage du standard, et n'importe quelle société portant cette certification et doit maintenir un système qui contrôle et quantifie en permanence les volumes de matière entrantes et sortantes certifiées.
Un système peut être, par exemple, un logiciel ERP sur lequel on enregistre l'état des entrées-sorties en permanence, ou bien un enregistrement spécifique mis à jour après chaque nouvelle entrée ou sortie. Donc, la société a le choix de mettre en place le système qui la convient selon sa taille et selon la complexité de ses processus. L'essentiel, c'est que ce système doit être euh, performant et doit sauvegarder toutes les informations nécessaires pour justifier la situation des entrées et sorties de la société. Ce qu'il faut sauvegarder, comme on a dit, pour un bilan de masse, il contient des informations d'entrée-sortie, mais ces informations doivent être en concordance avec les enregistrements accompagnant ces informations. Par exemple, on doit enregistrer ou bien sauvegarder les enregistrements décrivant les quantités et l'origine, destination des produits certifiés, achetés, vendus, reçus ou livrés. En cas d'achat de matières premières ou vente de produits finis, il faut conserver les certificats de transaction pour tous les produits revendiqués entrants. Et le bilan de masse doit être effectué. Le système, de manière simple, doit comprendre des procédures, des enregistrements nécessaires pour surveiller et vérifier les entrées et sorties de chaque processus. Par exemple, pendant la réception de la matière première, la société doit enregistrer et confirmer les quantités de matières premières reçues et mettre en place un système de pesage étalonné. Il doit également former le personnel sur l'importance du contrôle quantitatif et comparer les quantités mesurées avec les documents accompagnant la marchandise, par exemple les listes de colisage, les factures, les certificats de transaction, les documents de transport ou également les documents de dédouanement. Il faut actualiser également l'état de stock de matières premières après chaque réception, organiser les quantités demandées pour la production via des bons de livraison internes du département de production, la quantification des matières avant et après chaque transformation, par exemple dans la confection, avant et après la coupe. Donc, on sera intéressé de savoir la transformation et les pertes de matière qui sont passées par cette transformation de coupe pendant la confection. Également, il faut avoir un suivi des taux de consommation de matière pour comparer avec les quantités de matières premières consommées, s'assurer de la pertinence et de la transparence des quantités enregistrées. La réconciliation continue, ça veut dire que la réconciliation des volumes est un exercice qui doit être effectué de manière continue, soit par lot, ou par commande, selon le choix de la société. Et l'organisation doit effectuer ces exercices pour équilibrer les quantités de chaque matière certifiée, achetée ou en stock ou vendue. Le calcul de réconciliation des volumes doit être effectué toujours sur la base du poids standardisé en kilogrammes parce que c'est l'unité valable pour tous les process et qu'on peut utiliser depuis l'étape de fibre jusqu'au produit fini, sauf lorsque les produits finis sont en même temps des intrants. Donc, lorsqu'il n'y a pas de transformation dans l'article, par exemple dans un processus de négoce, donc il y a uniquement l'achat et la vente des articles, il n'y a aucune transformation. Dans ce cas, le nombre d'articles est autorisé. Et selon le type de processus, les entreprises peuvent faire leur réconciliation ou apurement par commande, par OF ou par client ou par une durée par mois, selon leur étude interne pour apurer et clôturer toutes les entrées déclarées
On peut simuler cet exercice à l'appurement de dédouanement de le cas d'admission temporaire, par exemple ici au Maroc. Et les sociétés peuvent utiliser un autre mécanisme en parallèle s'il s'avère nécessaire, comme par exemple le métrage dans le cas de confection, qui est l'unité la plus utilisée pour le suivi des productions. Donc, il y a possibilité de mettre plusieurs indicateurs pour le suivi de nos productions en même temps, mais le poids standardisé en kilogrammes reste primordial pour répondre à cette exigence de bilan de masse. Voici un exemple de réconciliation de manière continue, c'est-à-dire tout au long de l'année. C'est un exercice qu'on doit faire après chaque commande ou après chaque durée définie. On doit définir, par exemple, si la commande concerne déjà des produits certifiés ou des produits conventionnels. On doit notifier quelles sont les quantités d'entrée, quelles sont les quantités de sortie, la quantité des accessoires. On doit définir les taux de perte. Donc, ces chiffres-là sont juste pour simplifier, pour vous donner un exemple. Euh, et là, l'important, c'est d'enregistrer les informations nécessaires de chaque lot de matière pour définition. Et ce suivi serait la base de l'exercice de réconciliation annuel qu'il faut effectuer au moins annuellement. Je rappelle bien que selon les standards de Textile Exchange et GOTS, il faut que cet exercice soit exécuté au moins une fois par an. Donc, si on n'a pas assez de données, si on ne fait pas un suivi par commande ou par client ou par une durée définie, cet exercice serait très difficile pour collecter toutes les données et faire un bilan de masse euh, beaucoup plus parlant et qui clarifie la situation des entrées-sorties de la société. Les facteurs de perte. Les facteurs de perte sont également un moyen pour vérifier si les taux de perte déclarés par la société sont convenables ou non. Donc, il faut définir ces facteurs de perte attendus ou expectés pour chaque étape de production de transformation. Et lorsque ces facteurs sont variables, des facteurs de déchets distincts doivent être définis pour couvrir tous les produits et les étapes de transformation énumérées sur le certificat de portée. L'organisation doit préciser les bases pour déterminer les facteurs de perte. Cela veut dire que la société doit se baser sur l'historique de production ou à travers des validations pour s'assurer que les facteurs de perte sont toujours dans la marge qui est définie par l'entreprise. À titre d'exemple, voici un récap des facteurs de perte moyens par processus pour l'industrie textile. Donc, ça dépend de plusieurs. Dans chaque processus, il y a des marges euh, de, de, de facteurs de perte qui sont connus. Et ils sont des marges les plus reconnues dans chaque industrie. Par exemple, dans le tricotage, les pertes sont dans la marge de 1 à 3%. Donc, si la société trouve que son taux de perte est dans cette marge, donc il sera acceptable. Sinon, si le taux de perte dépasse cette marge, donc il faut justifier les causes de dépassement. Pour la confection, une marge de perte de 10 à 20% sera logique, à part si les articles produits sont un peu plus spéciaux. En ce cas, il faut juste préparer du justif pour dire voilà, le taux dépasse cette marge pour cette raison ou pour celle. Il faut noter qu'une tolérance d'erreur est permise allant jusqu'à 5% de variation. Et si la variation dépasse les 5%, il faut que la société démontre son explication et son investigation relative à cette variation. On est arrivé aux composants de la réconciliation. Donc, le calcul de réconciliation des volumes doit prendre en compte les niveaux d'inventaire.
les déchets, les produits rejetés, ou on l'appelle aussi les produits de deuxième qualité, les matériaux revendiqués ou bien certifiés, vendus sans revendication ou bien sans certification. Parce qu'il se peut qu'on achète des produits qui sont certifiés avec des certificats de transaction, mais la société ou bien l'entreprise souhaite les vendre sans certificat de transaction. Dans ce cas, ils seront classés comme des produits conventionnels parce qu'ils sont vendus sans certificat de transaction, sans qu'ils soient déclarés comme étant certifiés. La revue annuelle du bilan de masse. Donc, comme on a déjà cité, il faut revoir la réconciliation des volumes au moins une fois par an pour s'assurer que les informations sont correctes. Et ceci doit inclure la prise d'un inventaire physique de tout matériau revendiqué en stock, incluant les intrants, les matériaux en cours de production et les sorties, et ce, pendant les 12 derniers mois. La comparaison des facteurs de déchets réels aux facteurs de déchets attendus. Donc, comme on a déjà dit, quand on va faire cet exercice, on va trouver qu'il y a des facteurs qui sont plus ou moins dépassant les marges définies. Donc, on doit faire des explications pertinentes relatives à chaque dépassement. La prise en compte des matières certifiées vendues sans déclaration de certification, ça également est très important pour que le bilan de masse soit bien équilibré. Il faut également mentionner les produits qui sont certifiés comme matières premières, mais ils ne sont pas vendus comme étant certifiés. Et au final, la comparaison de la production de produits certifiés et non certifiés avec la capacité de production du site. Qu'est-ce qu'on veut dire par la capacité de production du site? On peut dire tout simplement, c'est la production que l'entreprise peut produire dans les conditions normales. Donc, si le total de production des produits certifiés et conventionnels, c'est-à-dire le total de production enregistré, dépasse la capacité théorique de production de l'entreprise, dans ce cas, il faut bien soit justifier, soit montrer si la capacité est devenue plus grande avec un changement, avec des ajouts des lignes de production. Mais logiquement, il faut toujours que le total de production enregistré soit inférieur à la capacité de production de la société. La conservation des enregistrements de révision des bilans de masse. Après avoir fait cet exercice de bilan de masse, il faut bien sûr conserver des enregistrements avec des rapports et avec des commentaires sur toutes les étapes pendant cet exercice. Alors ça, c'est tout simplement pour souligner ce qu'on veut dire par la capacité et le total de production. C'est juste pour schématiser ce qu'on voulait dire. Et ici, un exemple de bilan de masse annuel. Donc, ça, c'est un exemple de production de prêt-à-porter, un bilan qui est fait d'une période annuelle, comme on l'a déjà souligné. Donc, il faut que ça couvre une période des 12 derniers mois de production. Et soi-disant, la capacité théorique de la société est de 200 tonnes par an. Donc, on a cité le total de production de chaque type de produit. On peut identifier les types de certifications sur le bilan, ou bien on peut les rassembler sous catégories certifiées. Les valeurs de quantité d'entrée et de sortie sont les sommes de quantité par lot, ou bien par commande. Et vous remarquez que les taux de perte calculés sont dans les marges nominales du processus qu'on est en train d'étudier. Donc, si on avait des valeurs plus de 20% ou moins de 10%, donc on aurait rajouté une explication pertinente. Également, on remarque que le total de production réalisé est inférieur à la capacité théorique.
ce qui est confirmé à travers cet exercice. Donc, on veut dire que le total de production certifiée étant de 107 tonnes, comme entrée, et a sorti 91 tonnes. Et dans la totale de production, on a 171 tonnes, qui est inférieure à la capacité théorique de production de la société étant de 200 tonnes. Comme ça, on peut avoir toutes les informations relatives à notre exercice de bilan de masse annuel. Et lors de votre audit, donc l'auditeur aura toutes les informations pour pouvoir vérifier la, la pertinence des informations citées. Bien sûr, il y aura des contrôles derrière, mais déjà, c'est ça l'exercice qui doit être prêt avant chaque contrôle. Et il vaut mieux le planifier une fois par an. Comme ça, vous aurez toutes les informations disponibles à tout moment. Alors, je vous laisse maintenant la parole pour poser vos questions, si vous en avez. Donc, chacun peut prendre la parole, ou bien vous pouvez rajouter vos questions euh, sur le chat. Très bien. Donc, je rappelle que ce webinaire sera enregistré sur notre chaîne YouTube et nous aimerons bien recevoir vos questions, même après ce webinaire, via ces emails mentionnés sur le diapo. Et je vous souhaite une bonne continuation et je vous souhaite bon courage dans vos missions d'audit, de certification et nous restons à votre disposition en cas de toute question, Inch'Allah. Et s'il n'y a pas de questions, on sera obligé de mettre fin à ce webinaire en attente. Très bien. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et alors, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire, Inch'Allah. À très bientôt. Au revoir.